Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Aujourd'hui, dans la rubrique culture, René Ruth. Aujourd'hui, dans la rubrique culture, nous avons un invité qui est universitaire chercheur en philosophie, qui, je rappelle, n'est pas mandaté par une entité. Il est là pour nous parler de l'historique de la franc-maçonnerie au Gabon. Monsieur Kassa Jean-Claude, vous êtes universitaire, enseignant-chercheur en philosophie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette rubrique. Pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Voilà, merci. Alors vous avez fait un travail approfondi de recherche, puisque c'est votre domaine, la recherche. Mais vous faites de la recherche en philosophie. Ça implique quoi exactement d'abord, la recherche en philosophie? Disons que la recherche en philosophie implique d'abord un questionnement, n'est-ce pas, sur le monde. Un questionnement sur soi-même, un questionnement, n'est-ce pas, sur le sens des choses, un questionnement sur les pratiques, les idéologies, sur la culture. Mais la culture entendue, pas comme quelque chose de simplement patrimonial, mais une culture qui est ouverte, qui se met en perspective et qui échange avec d'autres messages venus d'autres cultures. Donc, un lieu de confluence, de rencontre, n'est-ce pas, d'échange qui permet précisément de mieux se connaître et de prendre du recul, d'éviter les préjugés et d'aller finalement dans ce qui doit être pensé. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens se tournent encore vers la philosophie pour régler les problèmes sociétals, politiques, économiques ou individuels? Je ne sais pas. Est-ce que les gens se tournent encore vers la philosophie? Bien sûr, les gens devraient se tourner vers la philosophie aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous sommes dans une société de plus en plus consumériste et le questionnement sur soi-même nous donne des repères qui nous permettent justement de nous élever au niveau de simples contingences matérielles et finalement simplement alimentaires. La philosophie, n'est-ce pas, c'est un champ ouvert sur des repères qui permet à l'individu de se comprendre et finalement d'aller au-delà de ce qui est simplement apparent. Mais aujourd'hui, l'individu il a beaucoup d'outils autour de lui pour se comprendre. Les réseaux sociaux, de la documentation sociale, je sais pas, beaucoup de choses aujourd'hui permettent aux individus de s'identifier. Il y a des gens qui s'identifient par exemple au like sur un post. Non, ça ne suffit pas. Parce que c'est un ensemble de dispositifs, c'est l'information qui circule, et celle-ci doit être questionnée, et doit être critiquée. Avoir des outils à sa disposition, fussent-ils technologiques, ne suffit pas pour comprendre les enjeux réels, n'est-ce pas, qui impliquent un sens moral, qui impliquent la spiritualité, qui impliquent une quête de connaissance véritable, et qui impliquent finalement qu'on puisse être désaliéné par rapport à tout cela que nous apporte la civilisation. Vous avez fait un travail de recherche approfondi sur la franc-maçonnerie, qui est le thème de notre entretien ce matin. Oui. Pourriez-vous nous introduire brièvement qu'est-ce que la franc-maçonnerie et ses origines historiques? Surtout au Gabon. Oui, je veux comprendre. Parler du Gabon, ça suppose déjà situer le Gabon dans un cadre plus global. Oui. Bon, de manière très simple, les francs-maçons eux-mêmes se définissent comme une alliance d'hommes éclairés qui se réunissent pour travailler sur le perfectionnement humain. Autrement dit, ils œuvrent au progrès spirituel, matériel, intellectuel, moral de l'humanité. Voilà. Ça, c'est une définition, c'est une approche définitionnelle. Oui. Ceux-là, ils travaillent, les maçons travaillent en loge, effectivement, et ces loges, lorsqu'elles se fédèrent, deviennent des obédiences. Oui. La maçonnerie est née en Europe continentale, Europe du Nord. Oui. Elle est arrivée sur le continent, et il y a des obédiences qui se sont créées, qui se sont différenciées quant à la philosophie, et c'est à partir de ces obédiences que finalement la philosophie est arrivée en Afrique via les élites et la donne coloniale et post-coloniale. On peut commencer par. Et au Gabon, la franc-maçonnerie est arrivée en quelle année? Bon, dans le cas du Gabon, disons que jusque dans les années 60, au début des années 60, il n'existait pas d'obédience au Gabon. Il existait un atelier qui a été créé en 1967, exactement. Cet atelier tout seul ne constituait pas une obédience, parce que l'obédience est une fédération de loges. Cet atelier était directement souché au Grand Orient de France, qui fait partie de ce qu'on appelle la maçonnerie libérale, la maçonnerie adogmatique. Voilà. Ça a été le premier atelier. Le premier atelier, mais là, on ne parlait pas encore de loge. Si, l'atelier, c'est l'équivalent d'une loge. Oui. C'est la référence au chantier des anciens maçons opératifs. C'est-à-dire, ils travaillaient dans des chantiers et ils étaient dans un cadre, dans une structure dans laquelle ils mettaient leur matériel. Ils travaillaient, c'était un atelier. Donc, comme la maçonnerie aujourd'hui est devenue spéculative, on a transposé tout cela, n'est-ce pas, dans le domaine du symbolique. Par exemple, les outils,
les utilisent, mais dans un cadre symbolique. Quelle était la réelle ambition d'installer une loge en 1967 Je pense qu'à cette époque, on sortait à peine de la colonisation. Est-ce que les consciences, est-ce que les individus étaient prêts à rentrer dans ce genre d'initiative philosophie et spirituelle? Je vous ai dit en commençant qu'en fait, il y a un rapport avec la dole coloniale et post-coloniale et le rôle des élites. Ces élites ont échangé avec l'Occident et on pensait qu'il était bon, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose ici qui aille dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que tous les esprits étaient préparés, mais des groupes, n'est-ce pas, étaient déjà là pour que les gens puissent intégrer ces données-là sur la base de certains critères, bien sûr. D'accord. Voilà. Donc, on a la franc-maçonnerie et à l'intérieur, on a des obédiences. Il y a des obédiences et les obédiences, c'est une fédération de loges. Voilà. Oui. En quoi les principes philosophiques de la franc-maçonnerie résonnent-ils avec les enjeux contemporains? Oui, bien sûr. Je prends un exemple. Déjà, dès la Troisième République en France, la maçonnerie a répondu à des enjeux tout à fait importants. Elle a beaucoup œuvré, par exemple, pour le progrès, n'est-ce pas, des libertés publiques. D'accord. Dans le cadre de la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, Oui. le cadre de l'éducation, de l'école. Donc, c'était des enjeux qui étaient déjà présents. Ici, en Afrique, il y a des enjeux, justement. Dès lors qu'on est là pour œuvrer au progrès humain, moral, spirituel et matériel, disons le progrès matériel étant simplement un réjouissement, forcément, on est interpellé par les enjeux ici, aujourd'hui. Il y a des enjeux démocratiques, il y a la perte des repères moraux, tout simplement. Il y a un manque de spiritualisation, finalement. Il y a une baisse de beaucoup de choses qui élèvent l'homme. Et la maçonnerie, n'est-ce pas, est là en partie, justement, pour ces enjeux. Est-ce que la maçonnerie, la franc-maçonnerie qui s'est installée au Gabon, après s'être introduite dans notre système des élites, s'est rendu compte ou bien a cherché à comprendre quelle était la conception que la société avait d'elle? Non, parce qu'au départ, la société ne pouvait pas avoir une conception d'elle puisque la société ne la connaissait pas. Tout à fait. C'est simplement, et là c'est une partie critique qu'on va amener, Oui. c'est les pratiques maçonniques ici. Quand je dis pratique, je ne veux pas dire spécifique, Oui. pas du tout. Autrement dit, c'est le rôle des maçons qui est parfois questionné aujourd'hui. Mais ça, on va y revenir. Simplement, lorsqu'elle s'implante en 67, en termes d'ateliers, ce n'est pas terminé. Oui. Parce qu'il y a tout un mouvement. En 75 naît la première obédience, le GRE, qui veut dire Grand Rite Équatorial. Mais attention là, Grand Rite Équatorial ne veut pas dire qu'on prend un peu de djembé, on prend un peu de mélange, on mélange, on en fait une sauce tropicale. Pas du tout. C'est exactement un titre d'une obédience. Voilà. Comme on dit Grand Orient de France, c'est comme on dit Grand Rite Équatorial. Pour justement lever cette ambiguïté, en 2003, le Grand Rite Équatorial s'est mué en une autre appellation, la Grande Loge symbolique du Gabon, qui fait partie de la maçonnerie libérale reconnue par le Grand Orient de France. Donc, on a la Grande Loge symbolique et on a la Grande Loge du Gabon. Ce sont des obédiences qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Absolument. La Grande Loge du Gabon, elle est souchée, n'est-ce pas, à la tradition, n'est-ce pas, anglo-saxonne. Oui. Voilà. Comment la franc-maçonnerie se positionne-t-elle par rapport aux autres religions et croyances? Bon, disons que dans le cadre de la maçonnerie, on peut dire qu'il y a une référence au sacré, mais le sacré ne veut pas dire la croyance en un être suprême forcément. Je prends le cas du Grand Orient de France qui a banni, n'est-ce pas, de ces rituels, disons toute obligation de croyance en Dieu, tout dogme religieux, et même l'appellation grand architecte de l'univers. Certaines obédiences maçonniques s'y réfèrent, mais pas toutes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une liberté de conscience à ce niveau. Une liberté de conscience, une volonté de se réaliser par des degrés, mais le travail se fait sur soi-même. Essentiellement, il n'y a pas de recette qu'on donne pour finalement simplement les appliquer. Voilà. Le travail que vous avez fait, c'est quand même basé sur le Gabon. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire ce que les francs-maçons ont apporté concrètement à l'évolution de la conscience au Gabon? Oui, Bon. quel rôle joue la franc-maçonnerie? Oui, je vais y répondre, mais j'aimerais terminer sur l'historique de la maçonnerie. Oui. Donc, après la GLG, qui est créée en 1983 et qui compte en ce moment 29 ateliers, il y a aussi eu, n'est-ce pas, disons, la maçonnerie féminine au Gabon. Elle est là depuis les environs des années 2000. Voilà. Il y a une grande loge féminine du Gabon, etc. Il y a 6 ateliers souchés directement à la grande loge féminine de France. Ça existe. Donc, il y a une maçonnerie féminine. Il y a aussi une maçonnerie mixte. On appelle ça l'ordre du droit humain, qui intègre les hommes et les femmes. Voilà. Maintenant, c'est ça la vraie question. On arrive, disons, au dur maintenant.
Pourquoi vous trouvez que c'est dur? Oui, oui. Pourquoi vous trouvez que c'est une question Peut-être simple? parce qu'il y a des mais idées non, reçues c'est aussi parce sur que la Non, franc-maçonnerie. mais ça n'a rien à voir avec les idées reçues. C'est quand on écoute les Oui. définitions de M. Kassajan qui est là avec nous, Oui. on se rend compte que c'est quelque chose qui participe au développement de l'être humain. Maintenant, à Mais quel quand on point voit nos notre- sociétés oui. Voilà. et qu'on voit le positionnement de la franc-maçonnerie dans notre société, ça va aux antipodes de ce qu'on Et attend surtout, comme il réellement. dit d'habitude, Bon. que les francs-maçons, normalement, leur rôle, c'est de bâtir aussi. Effectivement, lorsqu'on se base au niveau des idéaux, des principes, et qu'on voit le spectacle dans nos pays, dans la sous-région et même au-delà, il y a lieu de s'interroger. C'est vrai. On ne dit pas que tous les maçons n'essaient pas d'incarner dans leur vécu cet idéal, mais simplement au niveau global, il y a des interrogations légitimes. Alors, la question s'est posée. Est-ce que finalement, au regard des dysfonctionnements politiques, mauvaise gouvernance, crime mutuelle et tout ce qu'il peut y avoir, que font les maçons finalement? Est-ce que finalement on peut dire que les maçons sont partout, mais la maçonnerie nulle part? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Et il y a eu des pistes de réflexion. Donc, à mon avis, la maçonnerie déjà devrait inaugurer 3 pistes. Premièrement, il y a une crise du sens moral ici, une crise des valeurs. Est-ce que tout le monde frappe à la porte du temple, aller en maçonnerie, pour réellement la méditation, pour intégrer les valeurs élévatrices? Est-ce qu'il y en a qui n'intègrent pas cet ordre pour des raisons instrumentales? Parce que c'est un lieu de médiation, on va y avoir une ascension professionnelle, etc. On va rencontrer des gens avec un carnet d'adresses tout à fait fourni et on pourra régler des problèmes matériels. Ça, c'est à mon avis aller à rebours, n'est-ce pas, de l'idée primordiale des maçons. Ça, c'est une première raison possible. Une deuxième, c'est peut-être le recrutement. Lorsqu'on recrute, n'est-ce pas, est-ce qu'on sait assurer que ceux qui vont intégrer l'ordre vraiment nourrissent des idéaux? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont fait preuve de vertu dans leur vécu dans la cité? Est-ce que le recrutement ne se fait pas sur la base du copinage, par exemple? Ce sont des questions. Et je peux terminer avec un troisième point, vous me permettez très Oui, rapidement? on vous permet. Même étant initié en loge, il y a un travail qui se fait sur soi-même qui ne s'arrête pas. On ne chauffe pas les bancs. Si on est admis dans l'auge, c'est précisément pour se servir des outils, continuer un travail qui n'est jamais inachevé. Mais si on s'endort, on se repose sur ses lauriers, on a beau monter dans les grades, mais le degré d'élévation intérieure reste nul. Et comment on ne se rend pas compte qu'il y a cette situation-là et qu'il fallait parer à d'autres éventualités rapidement? Ah non. Comment on a laissé rentrer des âmes impures Non, qui étaient avides de pouvoir et de biens matériels je n'ai pas dit dans que c'est- une maison où on devait laisser place à l'intelligence et à la Voilà. spiritualité? ce n'est pas systématique. Hein. En fait, ce reproche peut également être fait à d'autres, n'est-ce pas, Oui, familles oui, spirituelles, les les églises, tout le et même reste. dans nos religions traditionnelles. Hein. Il y a aussi des querelles là-bas. Oui. Voilà. Mais disons, c'est peut-être un peu les limites, n'est-ce pas, de l'humain, en quelque sorte. Les limites de l'humain social. Hein. Mais c'est grotesque dans notre zone. Ah oui, c'est grotesque, bien sûr. Et la question est de savoir, est-ce que vraiment on peut échapper à la réalité de notre contexte? Voilà. C'est ça le problème. Le contexte, il nous façonne, même si on a le devoir, n'est-ce pas, de l'orienter vers le mieux. Mais dans un premier temps, le contexte est ce qu'il est. Et si on a passé de force, de capacité pour se laisser écraser, phagocyter par le contexte, mais ma foi, c'est lui qui Mais nous si on phagocyte. rentre dans ce genre Et on va d'obédience, dans les contre-valeurs. si on va dans ce genre d'obédience, c'est pour avoir la force nécessaire pour ne pas se laisser influencer par le contexte. Mais bien sûr, ça suppose que la personne qui est rentrée a conscience, n'est-ce pas, de ce qu'elle quête en termes d'élévation. Mais comme je le disais, si la personne qui entre va pour des raisons alimentaires, instrumentales, ça change tout. Mais il y a Ça une va à enquête de rebours. moralité que vous faites bien. Mais justement, il y a des enquêtes de moralité qui sont faites. Mais est-ce qu'on est sûr que ces enquêtes sont menées comme il se doit? C'est vrai, il y a le principe de précaution. Mais vous savez, c'est comme partout, il y a des failles. Hein. Est-ce qu'il y a des malentendus courants ou encore des idées reçues sur la franc-maçonnerie que vous aimeriez clarifier? Oui, bon, je précise que j'interviens ici en tant qu'enseignant-chercheur Oui. en Oui, philosophie. oui. Hein. Tout à fait. Ça, j'aimerais que ce soit clair à ce niveau. J'aimerais clarifier quelque chose, voilà, puisque la question m'est posée. La notion de secret, par exemple, c'est une question qui taraude les esprits. Hein. Le secret ici ne veut pas dire ce qui est secret ou ce qui est caché ou ce qu'on nous cache. Le secret est lié, n'est-ce pas, à l'expérience vécue dans le processus initiatique. Il y a les 3 grades, apprenti, compagnon, maître. Lorsque on fait un travail intérieur
et qu'on progresse dans les voies de l'initiation, on atteint un niveau de conscience qui est tout simplement incommunicable. Le secret, c'est ce qui ne peut être communiqué, pas parce que je ne veux pas le communiquer, parce que je ne peux pas le communiquer. L'expérience est tellement intime qu'elle m'appartient, je ne peux pas l'exprimer. C'est ça le secret. On peut être tous maçons, mais chacun vit le secret à sa manière en fonction de son degré d'élévation. Voilà, c'est ça le secret. Ce n'est pas ce qui est secret, mais c'est ce qui est incommunicable. Pourquoi les populations, la grande masse pense que c'est quelque chose de méchant, de satanique, de diabolique? Pourquoi on a cette conception de la franc-maçonnerie? Mais c'est tout simplement parce que c'est une société qui est relativement fermée et discrète. Tout ce qui est fermé et discret suscite, n'est-ce pas, des suspicions forcément. Au lieu de chercher à comprendre, tout de suite, on a des a priori. Et n'oubliez pas qu'on est dans des sociétés, pas forcément en Afrique, où règne la superstition, l'enténébrement, n'est-ce pas, psychologique, et puis finalement, le règne de la rumeur, de l'opinion. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle de crimes rituels, lorsqu'on parle d'assassinat, c'est forcément lié à la franc-maçonnerie. Il faut être objectif, on ne peut pas le dire. Un prêtre peut, n'est-ce pas, officier en tant que prêtre, mais s'il va commettre des adultères au village, ce n'est pas lié au fait qu'il soit prêtre. Il a ses vices au départ. Il y a des gens qui sont porteurs des robes, des magistrats, qui sont censés incarner la loi, mais qui se comportent mal, n'est-ce pas, dans les quartiers. Mais ce n'est pas en tant que magistrat qu'ils agissent. Ils agissent par rapport à leur vice personnel. Il n'y a pas d'enseignement qui puisse dire, n'est-ce pas, faites ceci, en mal, ce n'est pas possible. Et comme il faut le penser, comme on peut le dire, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais praticiens en médecine que la médecine est en soi mauvaise. On a observé l'actualité ces derniers temps, on a vu qu'il y a eu des bouleversements au sein de la franc-maçonnerie. Vous, en tant que chercheur, vous avez aussi pu observer ça. Est-ce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie au Gabon est en train d'aller sur une voie meilleure pour le bien des populations? La voie meilleure, n'est-ce pas, ne peut être concevable que par ceux qui l'incarnent. Des bouleversements, si c'est des individus, ça ne suffit pas. Ah d'accord, oui, bon, c'était des individus, certains qui ont démissionné, d'autres qui ont été expulsés. On a vu ça sur les médias, bien sur sûr, la place publique. Beaucoup ont été radiés, d'autres se sont reconstitués, etc. Ça fait partie, n'est-ce pas, d'une dynamique propre aux sociétés maçonniques dans le monde. Mais ça ne signifie pas, n'est-ce pas, une garantie que dans les temps à venir, ça sera forcément meilleur. Tout dépend du travail qui est fait au quotidien, simplement. Quelles sont les principales différences entre les loges maçonniques qui existent au Gabon? Les différences entre les loges maçonniques? Moi, je parlais plutôt des différences entre les obédiences. Voilà. Parce que les loges, les obédiences sont des fédérations de loges. Je disais tout à l'heure qu'il y a des obédiences qui sont souchées, n'est-ce pas, à la maçonnerie, n'est-ce pas, libérale, adogmatique. On n'impose pas une croyance en un Dieu, on n'impose pas une croyance en un être transcendant. Et il y a des obédiences qui sont d'essence anglo-saxonne. Par exemple, la Grande Loge Unie d'Angleterre, en Angleterre, elle est là-bas. Par exemple, la Grande Loge nationale française, elle est en France. Mais quelque part, elles influent les loges, les obédiences qui sont ici. Une obédience particulièrement qui leur est souchée, la GLG. Là, la croyance en Dieu s'impose. Voilà. La croyance en Dieu s'impose, absolument. Dans les loges anglo-saxonnes, dans les loges traditionnalistes, la croyance en Dieu fait partie, n'est-ce pas, des normes d'existence, n'est-ce pas, de ces obédiences-là. C'est une différence majeure. Et puis, il y a des loges aussi qui sont mixtes. Ah, d'accord. Voilà, les loges mixtes, c'est une différence énorme. L'ordre du droit humain, c'est un ordre mixte qui a été créé par une femme, Maria de Reims, qui a été initiée en 1822 par une grande loge d'Irlande. Voyez-vous. Donc, ces loges mixtes ont de la spécificité parce qu'on se rend compte que la femme comme l'homme peut utiliser les outils symboliques. Il n'y a pas de différence. Alors qu'avant, ce n'était que du masculin, le féminin arrivait plus tard, et maintenant il y a la mixité. Est-ce qu'il y a un moment historique marquant où la franc-maçonnerie a joué un rôle crucial? Absolument. Au Gabon? Vous parlez du Gabon ou bien en général dans le monde? On commence le général et puis on finit. Oui, ok. En général, si vous allez aux États-Unis, la Constitution américaine a été écrite en partie par des maçons, en grande partie. Si vous allez, comme je le disais, en Europe, en France, la Troisième République, n'est-ce pas, c'est vraiment la maçonnerie. Ah oui, les valeurs, oui. Et il y a le cas de la Révolution française qui est un cas discuté. Il y en a qui ont même pensé que c'était un complot maçonnique. On s'est rendu compte simplement que le clergé, les attaques de l'Église, en fait, visaient la maçonnerie parce que justement, il y avait une critique de l'ancien régime, etc. Bon, je ne peux pas prendre le contexte mondial, ce serait trop long.
Maintenant, si on vient au Gabon, c'est là où c'est compliqué. Ah ouais, il faut qu'on Ah sache oui, non, il faut dire quel les est choses. l'apport Oui. matériel des francs-maçons. Bon, au niveau matériel, il faut dire qu'il y a des ateliers qui, disons, posent des actes caritatifs envers des populations, mais ça se fait discrètement. Ce sont des apports tout de même. Il y a des caravanes médicales qui se font, mais sans qu'on ne sache ouvertement que c'est eux qui sont derrière. Ça, c'est du positif. Autre chose aussi, il y a des questions qui sont discutées. Des questions qui sont discutées dans les ateliers, sur des thèmes concrets. Mais quand ça ressort à l'extérieur, on ne saura jamais que ces questions ont été discutées avant. Vous comprenez? C'est juste ce côté discret-là. Et en Europe, par exemple, vous voyez, le Grand Orient de France prend position ouvertement sur les questions, par exemple, de racisme, sur les questions de démocratie, n'est-ce pas? Le grand maître du Grand Orient de France, il s'exprime devant la télévision et tout, mais si ce n'est pas encore tout à fait la même chose. Donc, il y a des choses qui se font certainement, mais qui ne sont pas connues forcément du grand public. Sont-ils interdits de s'exprimer, les francs-maçons? Ils ne sont pas interdits de s'exprimer. C'est juste eux qui ne veulent pas se mettre au Gabon. Non, non, non. Ils ne sont pas interdits de s'exprimer. Ils savent pourquoi ils ne s'expriment pas de cette manière. Peut-être que les consciences, n'est-ce pas, ne sont pas encore prêtes au niveau global. Et voilà. Et puis, il y a beaucoup de risques pour certains aussi. Est-ce que c'est Les superstitions règnent encore. est-ce que c'est difficile de devenir un membre de la franc-maçonnerie au Gabon? Il n'y a pas de difficulté en fait majeure en tant que telle, puisqu'il y a des procédures qui sont là. Simplement, on ne peut pas y aller parce qu'on veut y aller. Il faut être en contact avec quelqu'un qui s'y trouve déjà. Il y a une procédure. Je précise simplement que les règles, les pratiques ici sont exactement les mêmes qu'en Occident. Il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes rites. Par exemple, ici, il y a le rite d'émulation, il y a le rite écossais ancien accepté, il y a le rite d'York, il y a le rite français, le rite Memphis, Misraïm, etc. C'est pratiqué ici, mais c'est la même chose, le rituel est le même. Pendant vos recherches et tout au long de votre vie philosophique, est-ce que vous avez côtoyé des francs-maçons? Je pense que lorsqu'on fait la recherche, on ne peut pas s'exprimer comme ça sans les avoir côtoyés, Sans avoir lu. Ils ont une vie identique à la nôtre, au quotidien. Ce sont des hommes comme vous et moi. Bien sûr, je sais. Tu penses au papa nigérien dans les Des films hommes comme vous et moi. Ils ont une vie identique à la nôtre. Identique peut-être pas. Consommation alimentaire, attitude. Là, oui, ça dépend. N'oubliez pas que les maçons, ce sont des gens libres qui essaient, n'est-ce pas, de se parfaire. Oui. On parle de perfection humaine, on se parfait moralement, mentalement, on se parfait aussi dans une certaine hygiène de vie, quelque part. Si on veut se développer sur un plan, n'est-ce pas, métaphysique, par exemple, il y a des choses qu'on ne fera pas, il y a des choses qu'on peut faire, mais ça, c'est une conduite personnelle. D'accord. Est-ce que Il y a des maçons qui sont, par exemple, qui s'intéressent à l'hermétisme, à la Kabbale, etc. Ceux-là auront forcément une dose, n'est-ce pas, de conduite qui est un peu différente de celle de certaines autres. Est-ce que les francs-maçons s'intéressent aussi à l'avenir du pays? Savoir que dans d'autres pays, certains maçons ont construit et ici, ce n'est pas le cas. Ils devraient s'intéresser à cela. Ils devraient. Voilà. Un peu plus. D'accord. C'est trop vague comme Ah non, réponse. c'est-à-dire en fait, mon propos intègre, n'est-ce pas, certaines limites qu'on peut observer. Mais ces limites, n'est-ce pas, il faut chercher à les dépasser. C'est dans ce sens que je m'exprime ainsi. Je rappelle que, et oui, on est arrivé au terme de... Je rappelle qu'on recevait M. Cassa Jean-Claude, qui est universitaire et enseignant-chercheur en philosophie, et qui est avec nous ce matin. On parlait de franc-maçonnerie. Professeur, on aura l'occasion d'avoir un autre numéro, de discuter sur ces questions. Il n'y a pas de problème. D'accord. Le professeur s'exprimait en tant qu'enseignant-chercheur en philosophie. D'accord. Mandaté par personne. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On va donc faire un tour pour l'horoscope des auditeurs. Et n'oubliez pas, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Aujourd'hui, le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.